J'aime beaucoup tes lunettes, Aurélie. Merci. La conférence a commencé. Alors, bonjour Adrien, bonjour Monsieur Mabot. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Adrien, tu es directeur du centre d'affaires Nautibank et aujourd'hui tu as à tes côtés donc Éric Mabot qui est délégué général adjoint chez Fédération des industries nautiques et avec qui nous souhaitons aborder la transition digitale dans le nautisme. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait, Aurélie. Donc, effectivement, moi, je dirige les équipes du centre d'affaires de Nautibank. Alors, je rappelle en deux mots ce qu'est Nautibank, parce que peut-être que tous les gens qui sont connectés n'ont pas en tête ou ne connaissent pas Nautibank. Donc, c'est un centre d'affaires qui est situé à Cannes. Et toutes les entreprises qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le nautisme sont logées chez Nautibank pour lesquelles on fait le banquier de plein exercice, hein, comme dans un CAF tout à fait traditionnel. On a la particularité également de financer des particuliers pour de l'acquisition de bateaux, de places de port ou de refit. Voilà, en deux mots, ce que représente Nautibank. Je voulais simplement vous dire un mot, effectivement, pour introduire Éric Mabot, qui est effectivement délégué général en charge de la Méditerranée pour la Fédération des industries nautiques. Alors, il faut savoir que la FIN est clairement un acteur central dans les métiers du nautisme. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec eux parce qu'ils ont du recul sur les rouages du domaine et du recul sur les grandes tendances du marché. Et pour nous, c'est vraiment une force complémentaire d'avoir la FIN à nos côtés. Bon, évidemment, la digitalisation est au centre des enjeux du secteur, hein, comme beaucoup de secteurs, mais le secteur du nautisme n'y échappe pas. Et notamment avec de grosses transitions. Je pense en l'occurrence à des gros événements comme le Festival nautique de Cannes, qui s'est complètement digitalisé, et d'autres leviers sur lesquels je pense que Éric pourra nous éclairer de manière plus précise que je ne pourrais le faire. Donc, il nous paraissait évident que de recueillir le témoignage d'Éric sur le sujet. Donc, je te laisse la main. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Le micro est coupé. On se fait toujours avoir. Merci, bonjour à tous. Je suis revenu, j'ai été jeté dehors brutalement par une connexion défectueuse, donc je ne vais pas garder la caméra trop longtemps, mais juste pour quelques mots de présentation. Donc, pardon Adrien, je n'ai pas entendu tes propos, mais je suis Éric Mabot, délégué général adjoint de la Fédération des industries nautiques. On va revenir sur la Fédération des industries nautiques rapidement. Et parmi les missions qui me sont confiées, je suis notamment en charge de la Méditerranée. J'ai une mission de représentation générale sur l'ensemble de la façade française méditerranéenne, qui représente pour l'industrie nautique et les services nautiques français des enjeux très particuliers et très forts. On y reviendra également au cours de cette présentation. On y va? C'est parti. Bon, merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Pendant ce temps-là, je vais couper la caméra. En espérant que ça tienne, pardonnez-nous par avance. Est-ce que vous voyez mon écran et de quelle façon? On le voit bien comme il faut, c'est parfait. C'est parfait. Bon, eh bien, très bien. Alors, écoutez, je crois que nous ne sommes pas très nombreux, donc c'est très bien ainsi. Ce que je vous propose comme règle du jeu, si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis, des questions plus générales, on a prévu un temps à la fin pour échanger sur les différentes thèmes que nous aurons pu aborder ensemble. Alors, pour qu'on sache de quoi on parle, petit rappel sur ce qui compose aujourd'hui la communauté nautique. Donc, il y a plusieurs sous-ensembles. Le premier, ce sont les plaisanciers. Vous peut-être, moi, d'autres, mais c'est pas tout à fait le thème du jour. Les ports de plaisance, bien sûr, les marins de plaisance et les gens de mer, les éducateurs sportifs, et puis les industries et les services nautiques, qui sont tous les métiers de la conception à la déconstruction des bateaux de plaisance. C'est de ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui, comment la transformation digitale impacte le monde professionnel de la fabrication, de la maintenance et de la location des bateaux de plaisance.
Quelques données de cadrage préalablement pour que vous ayez à l'esprit ce dont on parle. Alors, en termes de données nationales, la communauté des pratiquants, c'est environ 11 millions de pratiquants occasionnels pour 4 millions de pratiquants réguliers, 1 million de licenciés sportifs pour 10 000 bases nautiques, 15 000 éducateurs sportifs. Une donnée intéressante, parmi celles-ci, c'est 100 permis de navigation délivrés par an, ce qui montre un engouement très fort des Français, parce que malgré toutes les difficultés rencontrées ces derniers mois, ces dernières années, il y a environ 100 000 personnes qui tous les ans passent un permis, donc qui émettent l'envie d'aller sur l'eau. Bon, de là à les transformer en plaisanciers, c'est une autre affaire. Le parc de bateaux neufs annuel est environ de 10 000 bateaux neufs tous les ans, pour environ 60 000 mutations de propriété, qui est le chiffre officiel qui mesure le marché de la transaction d'occasion. Le parc actif est estimé à 800 000 bateaux de plaisance, estimé par qui? Par l'État, parce que comme il n'y a pas de procédure de désimmatriculation, il doit y avoir environ le double de bateaux immatriculés en France, soit 1,5 million, mais on estime qu'environ la moitié est active, donc en activité. Et puis 400 ports de plaisance pour 250 000 places de port à flot. Donc vous voyez tout de suite que le plus grand port de plaisance de France, c'est les Jardins des Français, puisque sur 800 000 bateaux en activité, seuls 250 000 sont à l'eau. Les autres sont ailleurs. Et ce sont donc des petits bateaux, enfin manière de parler, mais des bateaux généralement de moins de 8 mètres. Les industries et les services nautiques, de quoi parle-t-on? Ce sont des unités entre 2,50 m et 24 mètres qui ont des secteurs de la glisse, de la voile, du moteur, les monocoques, les multicoques. Ce que l'on observe récemment, c'est une forme de polarisation du secteur autour de deux pôles. Le groupe Beneteau, bien sûr, d'un côté, enfin de trois pôles, pardon, le groupe Beneteau d'un côté, le groupe Fontaine, Pajot, Dufour de l'autre, et le groupe Grand Large Yachting pour finir. Ces trois pôles sont en train d'occuper une part importante du marché français, alors souvent par croissance externe. C'était notamment le cas du groupe Beneteau, mais également le cas de Fontaine Pajot lorsqu'ils ont racheté Dufour, avec une volonté de contrôler toute la chaîne de production de la plaisance, de la place de port à la location à la cabine, en passant par la fabrication de bateaux. Alors pour la place de port, ce sera compliqué en France, mais à l'étranger, il y a déjà des initiatives intéressantes où les constructeurs de bateaux deviennent en fait locataires longue durée ou propriétaires de places de port selon les réglementations locales. On assiste au développement de nouveaux métiers, donc beaucoup dans la sphère des services. J'y reviendrai avec des marques qui commencent à s'imposer aujourd'hui comme Ballast Boat, Dream Yacht ou Grand Large Yachting World Odyssey, qui est un dispositif d'accompagnement des gens qui achètent des bateaux chez Grand Large et qui font le tour du monde. Et puis une multitude de chantiers de niche, alors dans lesquels on trouve la plupart des multicoques, les bateaux de voyage, les bateaux de sport. Bon. Ces chiffres ne tiennent pas compte du yachting, qui est un phénomène régional très fort, puisqu'on s'arrête à 24 mètres. En France, on est leader mondial sur plusieurs de ces segments, et c'est plutôt heureux. Pour rester sur des données françaises, donc environ 5 500 entreprises pour 43 000 salariés, un peu plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 45 000 unités construites, des voiliers, des bateaux à moteur pour un CA de 1,3 milliard et un taux d'export, tout confondu, qui atteint les 76%, 50% sur l'Union européenne et 50% sur le grand export, où les destinations principales sont Amérique du Sud un peu, mais surtout Australie et Nouvelle-Zélande. Avant la crise sanitaire, tout allait bien. On connaissait notre 4e année de croissance et on avait retrouvé les niveaux d'avant 2008 en termes de production, malgré un marché domestique qui est en difficulté, puisque, je vous le disais tout à l'heure, on estime à environ 10 000 immatriculations de bateaux neufs par an, alors qu'avant 2008, on était à 25 000 par an. Donc on voit bien que le marché national se contraint, en tout cas avant la crise sanitaire. Pour rester sur quelques données de cadrage, Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première région de France, alors qu'on n'y construit pas un bateau, et encore une fois hors yachting, ça représente environ le quart de l'activité nationale. Ensuite vient la Nouvelle-Aquitaine, puis les Pays de la Loire, la Bretagne et l'Occitanie. Ayons conscience que nous sommes une région nautique d'importance, même si parfois certains, et notamment dans les pouvoirs publics, ont tendance à l'oublier. Et évidemment, ces régions ont des identités nautiques très différentes. Celle de la Nouvelle-Aquitaine n'est pas celle de l'Occitanie et évidemment pas celle de la région sud.
Voilà pour le cadre est posé. Et en matière de transition digitale, en travaillant sur ce sujet pour essayer de vous raconter un peu l'histoire, je me suis aperçu, me semble-t-il, que, alors ce n'est peut-être pas propre à notre secteur, mais que finalement c'est une évolution assez continue, mais avec des ruptures qui sont à chaque fois liées aux crises rencontrées par le secteur. Et on va tenter d'y revenir. Donc je me suis servi de ces ruptures pour essayer de vous présenter les choses de la façon la plus lisible possible. Je dirais qu'à partir des années 90-2000, les premiers secteurs concernés sont le secteur de la conception, du design, avec l'émergence de la CAO, la PAO, tous les logiciels qui ont permis de travailler sur ordinateur plutôt qu'avec d'autres dispositifs. On a commencé à voir une partie des chaînes de production s'automatiser grâce à l'arrivée du digital. Et puis, on a commencé à voir les premiers équipements embarqués qui intégraient du digital en grande quantité, comme des GPS, des aides à la navigation, des cartes marines électroniques, des aides à la sécurité avec la touche mob qui est apparue sur beaucoup d'appareils, et puis de la télécommande sur du pilote, ce qui était juste totalement inimaginable avant. Déjà qu'on ait un pilote sur un bateau, c'était juste compliqué, mais en plus qu'on puisse télécommander celui-ci à distance, c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Et finalement, on y est parvenu. Et aujourd'hui, ben, il n'y a pas un tour du monde qui se fait sans un pilote télécommandé. Et ça envahit les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite est arrivée la crise financière de 2008 avec un profond changement pour nous, c'est le comportement de la clientèle qui a semblait en tout cas privilégier plutôt l'usage que la propriété, alors que la propriété était jusqu'alors dans l'ADN de la filière. Hein. On avait rempli les ports de plaisance de bateaux qui ne servaient pas ou très peu. Et on a donc noté que les gens sont devenus plus consommateurs de nautisme que marins, ce qui a impliqué des changements profonds. Et les premiers à avoir utilisé l'émergence du digital, ce sont les loueurs, avec l'émergence des plateformes de location de particulier à particulier, les comparateurs. Vous pouvez, à partir de cette époque, chercher une location dans le monde entier à travers des sites internet qui vous disent quel est le plus avantageux à telle période, quelles options, etc., ce qui n'existait pas avant. On a vu se développer la co-navigation parce que la mise en relation des individus était facilitée. Avant, c'était une bourse des équipiers dans un club nautique ou dans une capitainerie. Là, grâce au digital, on pouvait se communiquer, se rencontrer et donc partager un moment de navigation. Et puis des dispositifs nouveaux comme la multipropriété, c'est-à-dire d'être envisagé, partager le même support à plusieurs, le même bateau à plusieurs, ou acheter en fait du temps d'usage qu'on voit à travers les boat clubs, et donc une forme de multipropriété partagée par plusieurs propriétaires, c'est le cas de le dire, système très développé aux États-Unis et pas encore complètement en France. La deuxième grande évolution, c'était les équipements sur smartphone. Alors, la géolocalisation a rendu beaucoup de services. On a vu les cartes marines arriver sur les smartphones. On peut savoir quand on est concerné où on en est vis-à-vis de la marée. Il y a des logiciels comme Donia qui permettent de savoir si l'on mouille ou non dans la Posidonie. D'autres initiatives qui se développent depuis comme Navenco, qui est une initiative portée par le CHOM et l'Agence française de la biodiversité, etc., etc. Donc une multitude d'applications qui ont envahi nos smartphones et qui nous permettent d'être de meilleurs marins, en tout cas de mieux naviguer en connaissance de l'environnement sur lequel on navigue. Et puis on a vu naître également à cette époque des équipements sur la surveillance des bateaux qui ont commencé à envahir certains ports de plaisance. On était prévenu lorsque effectivement il y avait une difficulté, lorsque son bateau était trop en mouvement ou lorsqu'il y avait trop de tension sur les amarres, enfin des dispositifs de ce type qui étaient finalement assez intéressants pour rassurer les propriétaires qui sont souvent très loin. Et puis la crise sanitaire est arrivée. Et en fait, la crise sanitaire, c'est un accélérateur pour nous, mais j'imagine pour d'autres filières également, de la transformation digitale. Alors, c'était extrêmement anxiogène pour les entreprises, parce que lorsqu'elles se sont aperçues qu'une partie de leur avenir, et notamment leur avenir commercial, on va y revenir, se jouait à travers le digital, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas prêtes. Et c'est d'autant plus vrai pour nous qu'on est une constellation de TPE.
Donc, comment aborder la transformation digitale quand on est une constellation de TPE? C'est une vraie question et c'est une question qui nous occupe aujourd'hui. Jusqu'alors, l'action commerciale était basée sur un schéma très traditionnel. Des expositions de bateaux sur des salons où on rencontrait des gens qu'on transformait en prospects, on faisait quelques ventes, qu'on travaillait ensuite à travers un dispositif de revendeurs assez développé et des visites en concession. Quelque chose qu'on partageait par exemple avec l'automobile ou le monde de la moto ou le monde du vélo avant l'émergence des grands opérateurs pour eux d'Internet. Nous, on n'a pas de grands opérateurs Internet encore. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, le marché est tenu par les opérateurs historiques en ce qui concerne la vente. Mais les entreprises ont dû s'y mettre. Et c'est compliqué quand on est une entreprise de 4 ou 5 salariés, avec une concession sur un port de plaisance, d'imaginer comment il va falloir utiliser la transition digitale, en tout cas les outils du digital, pour essayer d'exister sur un nouveau monde qui est en train de s'écrire devant nous. Alors, en termes de promotion de communication, les entreprises ont dû s'intéresser à leur notoriété web, à leur place et la façon dont elles étaient perçues ou communiquées, ou elles communiquaient sur les réseaux sociaux. On a vu apparaître des comparateurs comme sur le monde de l'automobile, cette fois pas pour la location mais pour le neuf. On a vu également apparaître, on commence à voir apparaître, pardon, des logiciels de personnalisation lorsque vous allez chez Renault ou Peugeot ou je ne sais qui pour vous avez la possibilité de personnaliser votre véhicule pour en tirer un prix. Et ben là, ça commence à apparaître également et on a vu apparaître les premières visites virtuelles de bateaux, 360 ou non. Et tout ça s'est fait en fait dans des temps très brefs parce qu'en fait, peu de constructeurs et peu d'entreprises utilisaient ces outils. Et finalement, le marketing digital s'impose actuellement comme le mode de marketing principal dans une relation B2B, c'est-à-dire du constructeur vers son revendeur, et dans une relation B2C, du revendeur vers le consommateur qui est en profonde évolution, avec des impacts qui pourraient être assez forts sur la distribution. Certains constructeurs s'interrogent pour faire de la vente directe. Finalement, ai-je réellement besoin d'un réseau de revendeurs développé qui peut me coûter cher, notamment en termes de financement de stock? Je parle à des spécialistes. Finalement, qui fait quoi dans ce processus de distribution? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on ne change pas? Quelles sont les stratégies de marque? Tout est en train de s'écrire en ce moment. Et on l'a bien vu, nous, à travers le premier salon nautique virtuel B2C qu'on a proposé au mois de mars, qui s'appelle Virtual Nautique. Alors, ça a été lui aussi un accélérateur extrêmement fort de la transition digitale ou de la transformation digitale des entreprises, parce qu'elles ont dû mettre en ligne des outils pour présenter leurs produits. Et la conclusion d'un des très grands fabricants de moteurs japonais, mais son représentant français, enfin même européen, était de dire nous ne disposons pas aujourd'hui des outils qui permettent de bien présenter nos produits à la clientèle. Donc, le chemin encore à parcourir pour notre filière est assez important. Et donc, on est dans un monde en pleine évolution en ce qui concerne comment j'intègre le digital dans la stratégie commerciale, au sens très large du terme, de mon entreprise. En parallèle de ça, on a vu des phénomènes soit se renforcer, comme celui de Virtual Regatta, donc qui est ce jeu en ligne que vous connaissez sûrement, qui regroupe des milliers, voire presque 1 million de joueurs, je crois, sur le dernier Vendée Globe, avec lequel on n'arrive encore pas à faire le lien. Y a-t-il un lien entre ces gens qui jouent sur leur ordinateur et des pratiquants réels? Si oui, comment on peut attirer ces gens-là vers une pratique? Ce qui est certain, c'est qu'on voit les pratiquants et notamment les régatiers sont sur Virtual Regatta et jouent pratiquement toute l'année. En revanche, les vainqueurs des grandes régates virtuelles ne sont pas forcément des pratiquants réguliers de nautisme, et donc c'est un sujet qui commence à intéresser une partie du monde nautique, et notamment les fédérations sportives et les associations de plaisanciers, parce qu'il y a là un réservoir extrêmement important de pratiquants, et évidemment nous, puisque qui dit pratique dit bateau. Et puis une dernière piste de progression, qui est la piste de la gestion interne de l'entreprise. Globalement, on est en train de quitter le papier-crayon pour passer à des modes de gestion plus évolués. Alors,
plus l'entreprise est grosse, plus les modes de gestion sont évolués et encore. Mais bon, la transformation digitale des grands constructeurs nautiques, elle n'a pas plus de 2 ou 3 ans, quoi. Donc vous voyez au niveau des réseaux de distribution, on est encore très loin de tout ça. Bon, demain, que va-t-il se passer? Comment les choses vont-ils s'organiser? Eh bien, clairement, la gestion de la relation client va s'imposer dans les entreprises. Donc, quelle solution de CRM pour des TPE? Ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, il y a peu de solutions, mais surtout pas beaucoup de budget. Donc, les concessionnaires s'interrogent pour savoir finalement quel doit être leur grand périmètre d'action. Et là, on voit deux stratégies très différentes. On voit la stratégie américaine, qui est notamment portée par le groupe Brunswick, très gros groupe international de construction et de vente de bateaux, qui est plutôt sur la tendance. Je rapatrie l'action commerciale au siège, enfin, chez moi, constructeur. Donc, je développe mes équipes commerciales. Et en fait, j'utilise mon réseau de revendeurs pour présenter des modèles, finaliser les ventes. Et voilà. Et puis une stratégie plus franco-française, plus historique chez nous, où se maintient une activité chez les revendeurs, où les revendeurs sont présents sur les salons pour faire leur business, rencontrer leurs clients, avoir la main sur leur action commerciale, même si lors de sa dernière communication, le groupe Veneto notamment a dit vouloir mieux connaître ses clients et donc peut-être établir une relation avec le revendeur un peu différente. Vraiment, les choses sont en pleine évolution. Et c'est encore plus vrai sur l'export. Notre difficulté à nous à l'export, c'est que si on veut attaquer le marché nord-américain, par exemple, au-delà des contraintes douanières ou des éléments de protectionnisme qui peuvent être propres à chaque État, il faut qu'on ait sur place des bateaux. Aujourd'hui, à travers des visites virtuelles, on peut vraisemblablement s'affranchir d'avoir des visites des bateaux sur place. Et il est vraisemblablement moins cher pour un chantier d'organiser des visites virtuelles de qualité avec ses clients, c'est-à-dire privés, avec ses clients, et ensuite de les inviter au chantier pour leur montrer les produits, plutôt que de tenter d'avoir un système de revendeur local avec une gamme de X bateaux présents, qui à New York, qui à San Francisco, qui à Miami, enfin voilà, multiplié par X. Les immobilisations sont importantes. Et là, on s'attend à avoir une évolution assez forte dans la façon dont l'export se joue. Donc l'international se joue pour nos constructeurs. D'autres sujets qui sont plus ou moins liés, bah, par exemple le dispositif, enfin, la réalité augmentée, on est à l'âge de pierre, c'est-à-dire on doit être capable de faire visiter nos produits avec des casques de réalité virtuelle. Et pour l'instant, on n'y est pas. Notamment lorsque les clients sont en capacité de mettre beaucoup d'argent dans un produit, on doit être incapable de leur proposer, si on n'est pas en capacité de leur proposer une visite, au moins en première intention une visite réelle, de leur proposer du virtuel de grande qualité. Sur la maintenance prédictive, c'est pareil, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on est un peu dans le monde de l'automobile d'il y a 20 ans, c'est-à-dire, ou d'il y a 10 ans, c'est-à-dire que, en fait, on découvre la panne quand elle arrive. Rien ou très peu de choses en fait indiquent à l'utilisateur du bateau que globalement il pourrait se produire quelque chose ou qu'il est temps d'aller chez le garagiste faire la révision. Et donc on a beaucoup de progrès à faire. Alors là, c'est les constructeurs, les équipementiers, les motoristes. Et ça rejoint notamment des problématiques de formation sur lesquelles je reviendrai, mais notamment les problématiques de bateaux connectés. Alors, bateau connecté, il faut le concevoir de deux façons. C'est-à-dire que tous les appareils qui sont montés à bord soient capables de se parler entre eux. Et s'il y a des techniciens parmi vous de l'électronique et du digital, c'est pas si simple. Souvent, les constructeurs mettent à bord de leur bateau des systèmes fermés, c'est-à-dire toute la même marque d'équipement, mais ça veut dire qu'on est complètement dépendant de l'équipementier pour capter de la data et l'interpréter. Et donc, certains commencent à travailler sur des systèmes ouverts avec des systèmes de normalisation de la donnée, la faculté de la captation, et du coup,
de la captation, de la transition de cette donnée. Donc là, il y a une évolution très forte qui permettrait effectivement d'avoir des dispositifs qui permettent d'informer à la fois les clients et les constructeurs, les équipementiers, les motoristes de difficultés. Et quand on fait comme le naval et qu'on relie ça à la réalité augmentée, eh bien, vous pouvez mettre un casque. Si votre client est à l'autre bout du monde, vous lui mettez un casque et c'est lui-même qui peut aider à décrire la panne. Ou le mécano local que vous aurez préalablement formé, quand je dis local, régional, qui grâce à un système de réalité augmentée pourra intervenir sur la panne mécanique ou la panne électronique sous le contrôle du chantier. Qui dit bateau connecté dit évidemment port connecté, alors là on n'y est pas. Les ports sont en bout de ligne. Sur le plan de la connexion, c'est assez catastrophique en règle générale. Ils y sont pour rien, les pauvres, hein, mais la gestion des flux reste compliquée sur les ports. Et donc, ça veut dire qu'il faut engager des travaux importants pour connecter les ports, mais aussi connecter le littoral, parce que qui dit bateau connecté dit faculté de captation et de récupération de la donnée. Et à partir de là, c'est bien au port si on a du Wi-Fi, mais si on n'a pas de 5G lorsqu'on est sur la zone littorale ou si on n'a pas un dispositif satellitaire qui permet de connecter de la donnée lorsqu'on est un peu plus loin, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué, voire inexistant. Alors, les tours du mondiste, enfin ceux qui partent pour faire des tours du monde, par exemple, sont plutôt sur des dispositifs, réfléchissent plutôt à des dispositifs satellitaires. Ceux qui naviguent en proximité et qui bornent le littoral qui borde nos côtes sont plutôt sur des dispositifs de type 4 ou 5G aujourd'hui. Mais le déploiement de la 4 et de la 5G sur la zone littorale jusqu'à 3 à 6 000, c'est pas neutre et ça peut pas se faire seul. Donc ça intègre forcément une réflexion partagée entre la collectivité locale, les opérateurs de téléphonie, les constructeurs de bateaux. Et mettre ce petit monde-là autour de la table pour essayer d'avoir des projets cohérents, c'est en soi une aventure. Et puis, pour finir, pour ne pas être trop long et pouvoir répondre à vos questions, en ce qui concerne la formation et les RH, bien sûr, il y a un travail immense à produire parce que c'est des nouvelles compétences qui doivent être intégrées dans les entreprises, des évolutions de savoir-faire, de culture d'entreprise. C'est pour ça qu'il n'y a pas que de la formation, il y a de la ressource humaine aussi de manière très forte. Et notre système, la filière vit un changement qui est assez brutal, qu'elle n'avait pas anticipé complètement et qui s'impose à elle parce qu'elle touche à l'action commerciale et donc au nerf de la guerre. C'est-à-dire comment aujourd'hui je suis en capacité d'alimenter mon fichier prospect si je ne vais plus sur un salon. C'est une question toute bête, mais qui se pose à un certain nombre d'opérateurs de la filière tous les jours, quotidiennement, et pour laquelle les réponses seront diverses, vraisemblablement, et pourront avoir des répercussions sur le tissu local qui nous entoure. Voilà, je pense avoir fait à peu près rapidement hein, le tour de la question et je suis à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Eric. Justement, une question dans le fil de conversation de Jocelyne. Elle dit, vous faites souvent le parallèle entre le nautisme et l'automobile. Y a-t-il des process ou technologies utilisées dans le secteur automobile qui pourraient être utilisées facilement pour aller plus vite, comme l'aéronautique qui utilise énormément la réalité augmentée, style Airbus? Oui, oui, mais ça commence juste maintenant. Et c'est une des conséquences de ces questions que pose l'émergence du digital dans la filière. On a longtemps cru que nos proches voisins en fait seraient l'aéronautique et en fait on s'aperçoit que non. On est beaucoup plus proche de l'automobile d'abord par les savoir-faire parce qu'on construit des produits qui sont des produits de grande consommation. On est par exemple très éloigné du naval qui produit des bateaux pour des professionnels de la conduite, comme des bus par exemple, alors que nous, on produit des bateaux qui sont utilisés par monsieur ou madame tout le monde. Donc on est sur du B2C. Et les premières collaborations avec le monde de l'automobile sur le plan technologique sont en train de se faire avec des recherches autour du bateau autonome. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'au bateau autonome, bateau de plaisance autonome, mais en tout cas, c'est possible. Et on peut, ça sera possible, et c'est là qu'on collabore, notamment deux exemples. La capacité pour un opérateur à prendre le contrôle sur votre bateau à distance, plus ou moins éloigné. Alors, si c'est en bordure du littoral, par exemple, pour le ramener au port si celui-ci rencontre une difficulté.
Mais si c'est plus loin, pour le guider dans ses manœuvres, pour rejoindre le port de je ne sais où à l'autre bout du monde. Et puis, surtout le secteur de l'usage, dont on n'est pas certain que la crise sanitaire, finalement, l'encourage, parce qu'on voit, nous, plutôt un retour à la propriété en ce moment, en tout cas un renforcement de la propriété. Mais pour le secteur de la location, un bateau connecté, c'est un bateau rassurant pour son locataire, parce qu'il sait qu'il va pouvoir bénéficier d'une aide permanente, en étant géolocalisé, en ayant des alarmes qui peuvent éventuellement lui indiquer s'il est dans une zone dangereuse, s'il a une problématique d'essence, ou une problématique moteur ou je ne sais quoi. Et pour le loueur, parce qu'effectivement, il peut traquer son bateau et avoir un contact direct avec le locataire. Et là, on a découvert qu'il y avait évidemment des prestataires automobiles qui avaient déjà développé des systèmes extrêmement pratiques et qu'on pourrait effectivement mariniser, c'est pas le plus cher, et adapté au monde du nautisme. Mais on est vraiment au tout début de l'histoire. C'est vrai qu'on voit des parallèles même de notre côté bancaire sur des process qu'on utilise avec l'industrie automobile et qu'on retrouve chez les brokers, chez les vendeurs de bateaux, type le floor plan par exemple, qui est très répandu sur le financement de stock dans les concessions automobiles. Et on retrouve les mêmes mécanismes dans le milieu du nautisme. Et je rebondis également sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à le fait de digitaliser, de pouvoir faire des visites virtuelles. Ça change pas mal de choses aussi en termes de financement de stock, dans la mesure où il y a 20 ans, on n'envisageait pas d'acheter ou de faire l'acquisition d'un bateau sans avoir mis les pieds dessus. Aujourd'hui, les pratiques ont bien changé. Et l'incidence, finalement, c'est qu'on va avoir des vendeurs de bateaux qui auparavant devaient supporter un stock très lourd, parce que quand on achète un bateau à 1 million, il faut l'acheter, il faut le conserver, il faut le faire voyager pour que les gens puissent le voir dans les différents salons, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des vendeurs de bateaux vont aussi arbitrer. Au lieu d'acheter un bateau, ils vont faire des visites virtuelles, et on a beaucoup plus de ventes qui se font sans passer par cet aspect tactile de venir voir sur place. Donc, on a des financements qui sont beaucoup moins longs, du coup. En tout cas, c'est un phénomène à surveiller. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a très peu de bateaux qui ont été vendus sans qu'il y ait un vrai contact, enfin un contact réel entre l'acheteur et le bateau. Mais on peut penser que le marché va se segmenter. Et dans la segmentation du marché, donc sur des produits qui sont assez normalisés et qui peuvent bénéficier d'une information digitale de qualité, ça a été par exemple que ces bateaux puissent s'acheter directement sur Internet. Et du coup, on pourrait voir apparaître des grands opérateurs de vente sur Internet qui aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire, si on fait par exemple le parallèle avec le marché de la bicyclette, il y a aujourd'hui, ou le marché des instruments de musique. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des opérateurs français qui sont aujourd'hui en train de se regrouper, Woodbrass, Sonovant, etc., pour essayer d'apporter une réponse concurrentielle aux grands opérateurs allemands que sont Thomann et autres. Aujourd'hui, acheter un instrument de musique, je veux dire, jusque moyenne gamme, voire presque haut de gamme sur Internet, c'est complètement possible. Et ils ont développé des outils. Et donc, les bateaux pourraient, sur des produits très normalisés, je dirais jusqu'au bateau de 6, 8 mètres, peut-être 10 mètres, notamment bateau à moteur ou bateau à voile, ça pourrait se passer ainsi. On a vu le phénomène pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, à la sortie du premier confinement, les revendeurs qui ont été un peu submergés par la demande nous ont dit, on a changé de métier. En fait, on n'avait plus à faire l'article. Les gens ils venaient nous voir en disant, je veux ce bateau, est-ce que vous l'avez? Oui, c'est quoi vos conditions de financement? Et en fait, les clients avaient mis à profit leur temps de disponibilité pour faire leur travail, leur recherche sur Internet, avaient affiné leur choix, et en fait avaient 2 questions à poser au vendeur. Vous l'avez? Oui, c'est combien? Ce qui est effectivement très, très différent de ce que l'on faisait avant, puisque avant, on accueillait les clients en concession, souvent après les avoir invités.
Et une fois qu'on les avait invités, on leur proposait plusieurs modèles. Voilà. Aujourd'hui, ça se joue sur les options. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, donc là, la digitalisation va clairement changer en profondeur le paysage qu'on connaît actuellement. Et ça, vraisemblablement, il y a peu de chances que ça revienne en arrière. Il y a peu de chances que ça revienne en arrière. Une fois qu'on a pris ce pli-là. Je serais. L'exercice, c'est de faire un peu de prospective et de réfléchir ensemble au regard de nos accords, de nos partenariats et du travail que l'on fait ensemble pour la filière. Si on fait le parallèle avec ce qu'on avait imaginé sur l'usage, la vraie vie a été beaucoup moins rapide que ce que l'on avait imaginé. Et je le disais tout à l'heure, en fait, il nous semble nous percevoir dans le comportement des clients un retour à la propriété. C'est-à-dire les Français veulent passer les vacances en France avec des jouets ou du bon temps en France, pas forcément des vacances. Donc, ils ont racheté les bateaux, comme ils ont racheté des vélos, comme ils ont racheté tout un tas de trucs, etc., dépensant moins d'argent dans des voyages au long cours et préférant s'équiper pour leur loisir. Si c'est le cas, il y aura une problématique de place de port ou de cale de mise à l'eau, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on ne sait pas trop. Et là, finalement, comment ça va évoluer? On voit les stratégies très marquées entre Brunswick et les Français. Pour l'instant, on n'est pas dans le même monde, clairement. Peut-être que les deux vont cohabiter ou pas, mais c'est à surveiller, à mon avis, avec beaucoup d'attention. Parfait. Alors, j'ai une autre question dans le fil de conversation de Marie qui demande: cette ouverture avec la digitalisation rendrait-elle le nautisme moins élitiste, plus ouvert au grand public, notamment aux jeunes, à travers des solutions comme Click and Boat? Oui, alors oui, clairement. En termes de pratique, ce qui est en train de se passer depuis, on va dire, le 2010, donc sur la dernière décennie, c'est que pendant très longtemps, on n'a eu que deux choix pour faire du bateau. Soit on en était propriétaire, soit on rentrait dans une association, un club. Être propriétaire, ça veut dire immobiliser beaucoup d'argent, même si c'est un bateau de quelques mètres. Trouver un endroit pour le stocker, le mettre à l'eau, enfin voilà, une voiture pour le tracter éventuellement. Donc c'est vite coûteux. Et rentrer dans une association pour en faire, eh ben, il faut d'abord en trouver une qui soit en capacité de vous accepter, puis dont, je dirais, le projet associatif corresponde à votre envie de pratiquer. Il y en a, hein, mais en moteur, c'est souvent des pêcheurs, à la voile, c'est souvent soit des croisiéristes, soit des régatiers. On n'est pas forcément obligé de trouver ce que l'on veut, c'est-à-dire partager un bon moment avec des amis ou des connaissances le samedi ou le dimanche. Et donc, au même titre que l'athlétisme, entre guillemets, la remise en forme, a fait ce chemin en inventant des dispositifs intermédiaires comme des salles de remise en forme ou de sport qu'on trouve à chaque coin de rue, le nautisme doit faire ce chemin. Et le premier chemin a été fait par les plateformes de type Click and Boat qui ont facilité la réservation et la location de bateaux et un effet positif sur le prix pour le client, puisqu'on a observé une baisse de prix de l'ordre de 20 à 30% sur le prix d'une location à la journée ou à la demi-journée. Mais c'est insuffisant. D'autres initiatives devront voir le jour. Quand on voit le parc de bateaux aujourd'hui peu utilisé, on peut penser qu'il y a effectivement des initiatives à développer pour que ceci serve plus avec des gens qui ont envie de naviguer, et notamment des jeunes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? N'hésitez pas ou ouvrez vos micros si vous souhaitez en profiter de la présence d'Éric à nos côtés. La présentation, en tout cas, était très complète. Alors, je vois une main levée. Non, ça s'est baissé. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Eric en tout cas. Merci. Ah si, j'ai une main levée, voilà. Excuse-moi Aurélie. Non, je t'en prie. C'est rapide. Par rapport à cet enjeu de digitalisation, est-ce que du coup la fédération, elle, va porter certaines initiatives ou souhaiterait être porteuse
certaines initiatives et de fédérer, notamment pour la problématique de CRM, quand vous parliez des TPE ou une autre thématique plus particulière? Oui, alors fédérer est un mot qu'on utilise avec parcimonie parce que dans un monde de TPE, c'est un Everest. Mais en tout cas, l'idée est là. Ce qu'on a découvert pendant la crise sanitaire et notamment les derniers événements, c'est que les entreprises n'étaient pas prêtes, mais quelle qu'elle soit, hein. Mais ce qu'on a aussi globalement découvert, c'est qu'il existait quantité d'aides publiques pour aider. Donc, on a commencé par promouvoir les aides publiques vers les grosses et les petites entreprises, et puis de faire un travail d'acculturation en faisant passer les messages, en livrant de la connaissance à nos entreprises, enfin aux entreprises adhérentes et aux autres d'ailleurs, en leur disant, les gars, je crois que vous n'allez pas pouvoir faire l'autruche cette fois, il va falloir y aller, et regardez, il y a des dispositifs. Donc, on a par exemple, dans une région voisine de la vôtre, grâce à l'Agence de développement économique régional, réunit des entreprises, fait des webinaires pour les entreprises. Et traditionnellement, les webinaires d'entreprise, quand on a 10 participants, on est super content. Là, on en a eu 100. 4 webinaires à plus de 25 entreprises sur des thématiques qui sont celles que l'on a évoquées. Ensuite, pour des solutions techniques, ce n'est pas notre job, mais on essaye de favoriser. S'il y a des achats groupés, on les accompagnera. Mais on n'en sera pas forcément à l'initiative. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, à vous tous. Merci beaucoup, Eric, pour toute cette présentation. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi puisque c'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Eric, Belle encore. journée. Merci, Adrien. Merci, au revoir.